Tes enfants ne mangent pas ici, a dit mon frère en leur jetant des serviettes pendant que ses fils ouvraient de chères boîtes de gâteaux. Papa s'est moqué, planifie mieux la prochaine fois. Je les ai regardés et j'ai répondu, il n'y en aura pas de prochaine fois. Ensuite, j'ai pris mes enfants et je suis parti. Cette nuit-là, la panique s'est installée. 88 appels manqués. Je m'appelle Nathalie Brox. J'ai 35 ans. Et au moment où mon frère a claqué une serviette pliée sur la table devant mes enfants affamés, j'ai enfin compris quelle avait toujours été ma place dans cette famille. Ma fille s'était seulement penchée vers l'une des boîtes de gâteaux brillantes que ses fils ouvraient à côté d'elle. Elle ne l'a jamais touchée. Pourtant, il a retiré la boîte et a élevé la voix pour que les tables voisines puissent t'entendre. Garde tes mains loin de cela. Ta mère aurait déjà dû te nourrir. Puis il a regardé le serveur et a ajouté, mes enfants mangent. Les siens ne mangent pas. Mon fils a fixé sa place vide. Ma fille a ramené ses deux mains sur ses genoux alors que tout le monde attendait de voir si j'allais m'excuser du fait qu'ils avaient faim. Mon père s'est penché en arrière et m'a dit de mieux planifier la prochaine fois. Ma mère a détourné le regard. Sa femme a coupé une autre part de gâteau pour l'un de ses garçons. Pendant des années, j'avais réglé leurs urgences, couvert les dépenses et maintenu la paix chaque fois que quelqu'un d'autre dépassait les limites. Cette nuit-là, je n'ai fait aucune de ces choses. Je me suis levé, j'ai aidé mes enfants à mettre leur manteau et j'ai regardé directement mon frère. Il n'y aura pas de prochaine fois, ai-je dit. En sortant, j'ai discrètement retiré ma carte de ce que ma famille supposait que j'allais payer. 20 minutes plus tard, pendant que mes enfants mangeaient des crêpes dans un restaurant, j'ai envoyé un courrier électronique. Je n'ai menacé personne et je ne me suis pas disputé. J'ai simplement retiré quelque chose qui ne leur avait jamais appartenu. À minuit, mon téléphone affichait 88 appels manqués. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans ce courrier électronique, dites-moi ceci. Seriez-vous parti discrètement ou auriez-vous fait en sorte que tout le monde à cette table entende pourquoi vous partiez? 6 semaines avant ce dîner, ma vie semblait organisée de l'extérieur. Je vivais à Lakewood, dans le Colorado, avec ma fille de 9 ans, Claire, et mon fils de 6 ans, Jonah. Je travaillais comme analyste des achats pour un réseau d'hôpitaux à Denver, ce qui signifiait que je passais mes journées à examiner des contrats, à comparer des prix et à trouver la seule phrase que quelqu'un espérait que personne ne remarquerait. J'étais doué dans mon travail parce que j'avais passé la majeure partie de ma vie à remarquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres. Mon ancien mari, Ethan Cole, et moi partagions la garde sans trop de conflits. Il travaillait comme inspecteur des incendies, vivait à 15 minutes de là et traitait notre calendrier partagé comme un document légal. Nous n'étions plus faits l'un pour l'autre en tant que couple marié. Mais nous étions d'accord sur une chose. Nos enfants ne seraient jamais utilisés comme messagers, outils de négociation ou boucliers émotionnels. Ma famille ne fonctionnait pas avec les mêmes règles. Mon jeune frère, Gavin Brox, avait 33 ans et avait passé la majeure partie de sa vie adulte à poursuivre la prochaine idée d'entreprise. D'abord, c'était des chaussures de sport en édition limitée, puis des distributeurs automatiques, puis un cours en ligne sur la création de revenus passifs, même s'il n'en avait jamais créé aucun. Chaque échec était accompagné de la même explication. Le moment était mal choisi. Le marché avait changé. Quelqu'un l'avait trahi. Notre père, Douglas, appelait toujours Gavin un entrepreneur. Il me qualifiait de fiable, ce qui ressemblait à des éloges jusqu'à ce que je réalise que fiable signifiait disponible. Notre mère, Hélène, avait une façon plus douce de dire la même chose. Gavin avait besoin d'encouragement. Je pouvais supporter la pression. Gavin se cherchait encore. J'avais toujours été mature pour mon âge. Quand j'avais 15 ans, Gavin a perdu la caisse d'une collecte de fonds pour le baseball des jeunes. Plus de 400 $ ont disparu pendant un tournoi. Nos parents étaient terrifiés à l'idée qu'il soit renvoyé de l'équipe, alors ils m'ont demandé de remplacer l'argent par ce que j'avais économisé en faisant du gardiennage d'enfants. Je me souviens être assise à la table de la cuisine pendant que mon père me disait que protéger mon frère était ce que faisaient les familles fortes. Gavin a promis de me rembourser. Il ne l'a jamais fait. 2 semaines plus tard, mon père lui a acheté un nouveau gant de baseball parce que le pauvre enfant en avait assez enduré. Ce schéma nous a suivis à l'âge adulte. Si Gavin manquait un paiement, quelqu'un avait oublié de le lui rappeler. S'il insultait quelqu'un, ils étaient trop sensibles. S'il avait besoin d'argent, la situation était urgente.
Si j'avais besoin d'espace, j'étais égoïste. Sa nouvelle idée s'appelait Altitude Swing Events, une entreprise de simulateurs de golf mobile conçue pour les fêtes d'entreprise, les tournois de charité et les événements privés. Il prévoyait de louer une remorque personnalisée avec des écrans, des capteurs, des clubs et une petite installation de bar. Il en parlait comme si l'entreprise existait déjà. Il a montré à notre père des maquettes sur papier glacé, des graphiques de revenus projetés et des photos d'entreprises similaires opérant dans d'autres États. La location de l'équipement s'élevait à près de 68 000 $, et Gavin ne pouvait pas se qualifier seul. Ses antécédents de crédit comprenaient des retards de paiement de voitures, 2 cartes plafonnées et un solde impayé de sa phase de distributeurs automatiques. Un soir, il est venu chez moi avec un dossier et 2 cafés. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il avait seulement besoin de quelqu'un de responsable pour renforcer la demande. Il voulait que je devienne son garant personnel. Je lui ai dit que j'examinerais les documents, mais j'ai clairement indiqué qu'examiner ne signifiait pas accepter. J'ai pris le dossier parce que les contrats étaient ma profession et parce qu'une petite partie de moi espérait encore que de prudents conseils pourraient le protéger de lui-même. 3 jours plus tard, papa a appelé pour me remercier de m'être jointe à l'entreprise de Gavin. Je me suis arrêté de marcher dans le garage de stationnement de l'hôpital et j'ai demandé ce qu'il voulait dire. Papa a dit que Gavin avait tout expliqué. Selon lui, j'avais examiné les chiffres, approuvé le plan et accepté de soutenir le bail parce qu'il croyait que j'étais impliqué. Papa avait retiré 12 000 $ de son compte de retraite pour le dépôt de Gavin. J'ai appelé Gavin immédiatement. Il a ri et a dit que papa avait mal compris son enthousiasme. Quand je lui ai dit de corriger le malentendu, il a promis qu'il le ferait. J'aurais dû contacter papa moi-même. Au lieu de cela, j'ai accordé à Gavin une dernière chance de dire la vérité. Ce fut mon erreur. À peu près au même moment, maman m'a demandé d'organiser le dîner du 61e anniversaire de papa. Papa voulait un restaurant de grillades sur le toit près de la gare Union de Denver appelé Summit & Stone. Le restaurant exigeait une carte de crédit pour réserver sa section de coin privé, alors j'ai utilisé la mienne. J'ai confirmé 9 invités et j'ai demandé des repas pour enfants pour les 4 enfants de notre famille. Dans le groupe de messages, maman a écrit « Papa invite tout le monde, alors amenez les enfants affamés ». Gavin a répondu avec un symbole de golf et 3 coupes de champagne. L'après-midi précédant le dîner, le restaurant m'a envoyé un courrier électronique avec une confirmation actualisée des invités. Il y avait toujours 9 chaises, mais seulement 2 repas pour enfants. Une note indiquait que l'hôte avait appelé et expliqué que 2 enfants mangeraient avant d'arriver. J'ai appelé Gavin, mais il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message texte pour lui demander s'il avait modifié la commande. Il a répondu 20 minutes plus tard. Détends-toi, je m'en suis occupé. Je me suis dit que c'était un problème administratif qui pourrait être réglé à table. Je me disais encore que les problèmes familiaux devenaient gérables si je restais assez calme. Je croyais encore que l'amour signifiait donner aux gens une dernière chance. Puis nous sommes arrivés au restaurant. L'hôtesse a conduit Claire, Jonah et moi à une longue table près des fenêtres. Papa tenait déjà son téléphone vers l'horizon, enregistrant une vidéo pour les réseaux sociaux. Maman ajustait les bougies sur un petit gâteau d'anniversaire qu'elle avait apporté de la maison. Gavin était assis à côté de sa femme, Kelsey, pendant que leurs fils, Mason et Carter, jouaient à des jeux sur des tablettes identiques. Il y avait des menus et des assiettes devant chaque adulte. Mason et Carter avaient des menus pour enfants, des gobelets avec couvercle et des paniers de pain chaud. Claire et Jonah avaient des verres d'eau et des serviettes pliées, mais pas d'assiettes. J'ai pensé que le personnel les avait oubliés. J'ai demandé au serveur 2 menus pour enfants supplémentaires. Il a hésité et a regardé vers Gavin. Gavin s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit « Ils ne sont pas sur le compte de la nourriture ». J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a dit que le forfait de salle à manger privée était facturé par personne et que le compte final avait déjà été soumis. Je lui ai rappelé que j'avais réservé des repas pour les 4 enfants. Il a haussé les épaules et a dit qu'il avait corrigé le nombre parce que papa ne devrait pas avoir à payer pour de la nourriture qui n'était pas nécessaire. Claire m'a regardé et a chuchoté qu'elle n'avait mangé qu'une demi-pomme après l'école parce que grand-mère avait dit que le dîner serait spécial. J'ai gardé ma voix contrôlée et j'ai demandé à Gavin pourquoi il avait dit au restaurant que mes enfants mangeraient avant d'arriver. Il a répondu que c'était parce que c'est ce que j'aurais dû faire. Kelsey a fixé son verre de vin.
Maman a touché mon poignet et m'a dit de ne pas transformer un simple malentendu en un problème. J'ai demandé à papa s'il savait que 2 de ses petits-enfants avaient été retirés de la commande du dîner. Il a fait un signe de la main et a dit que les adultes étaient là pour célébrer son anniversaire, pas pour débattre sur des morceaux de poulet. Puis il m'a dit que je pourrais acheter quelque chose pour les enfants sur le chemin du retour. Le serveur est resté à côté de la table, visiblement mal à l'aise. J'ai demandé si je pouvais commander 2 repas pour enfants séparément et les mettre sur mon compte personnel. Avant qu'il ne puisse répondre, Gavin a interrompu. Il a dit que la salle privée avait une charge minimale et que des commandes supplémentaires compliqueraient la facture. Cette explication n'avait aucun sens. J'examinais des contrats pour gagner ma vie. Ajouter 2 repas ne créait pas d'urgence financière. Ce que Gavin voulait, c'était le contrôle. Il avait décidé que mes enfants étaient les personnes les plus faciles à exclure à la table parce qu'il croyait que j'absorberais l'insulte discrètement. Pendant la majeure partie du repas, j'ai essayé de garder la soirée stable pour Claire et Jonah. Je leur ai donné du pain de mon assiette et j'ai demandé au serveur d'apporter des petits pains supplémentaires. Papa a raconté des histoires sur ses voyages de golf. Maman a loué l'idée d'entreprise de Gavin et a dit qu'il avait enfin trouvé sa vocation. Gavin a parlé d'événements d'entreprise qu'il n'avait pas encore réservés comme si les entreprises se faisaient déjà concurrence pour son calendrier. Mason et Carter ont reçu des mini-burgers au fromage, des frites et des bols de crème glacée. Claire a regardé sans se plaindre. Jonah s'est appuyé contre moi et a dit qu'il avait mal au ventre. Lorsque les plats principaux ont été débarrassés, Gavin a commandé 2 desserts chers à emporter, un gâteau au chocolat et un gâteau au fromage au caramel. Il a dit que c'était des récompenses pour Mason et Carter parce qu'ils s'étaient si bien comportés. Le serveur a apporté les gâteaux dans des boîtes blanches brillantes avec des lettres dorées. Au lieu de les garder fermés, Kelsey a ouvert les 2 boîtes sur la table. Mason a soulevé le couvercle en chocolat pendant que Carter grattait le caramel sur le côté de l'autre récipient avec son doigt. Claire s'est penchée plus près, attirée par l'odeur. Elle n'a pas touché la boîte. Elle a seulement demandé s'ils allaient partager. Gavin l'a retiré si rapidement que la boîte a failli heurter le verre de Kelsey. Puis il a claqué 2 serviettes pliées sur la table devant mes enfants. « Garde tes mains loin de cela », a-t-il lâché brusquement. « Ta mère aurait déjà dû te nourrir. » La conversation à une table voisine est devenue silencieuse. Claire a immédiatement placé ses 2 mains sur ses genoux. Jonah a fixé la serviette comme s'il avait été puni. Gavin a regardé le serveur et a ajouté « Mes enfants mangent. Les siens ne mangent pas. » Papa a ri une fois et m'a dit de mieux planifier la prochaine fois. Maman a détourné le regard. Kelsey a coupé une part de gâteau pour Carter. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile. J'avais passé des années à penser que la cruauté était dirigée contre moi parce que j'étais assez forte pour l'encaisser. Assise là, j'ai réalisé que mon silence n'avait pas contenu le schéma. Il avait invité le schéma à passer à mes enfants. Avez-vous déjà regardé quelqu'un manquer de respect à votre enfant parce qu'ils étaient certains que vous maintiendriez la paix pour eux? L'humiliation est différente quand vous la voyez reflétée sur le visage d'un enfant. Cela cesse d'être quelque chose que vous pouvez excuser. Je me suis levé et j'ai aidé Jonah à mettre sa veste. Puis j'ai tendu à Claire la sienne. Gavin a demandé où je pensais aller. Je l'ai regardé directement et j'ai dit, il n'y aura pas de prochaine fois. Papa m'a dit de m'asseoir et d'arrêter de faire du spectacle. Je ne lui ai pas répondu. Maman a dit que je gâchais l'anniversaire. J'ai dit à mes enfants que nous partions et nous nous sommes éloignés de la table. À la réception, j'ai demandé à parler avec le gérant. J'ai expliqué que la carte utilisée pour retenir la réservation m'appartenait, mais que je ne l'avais pas autorisé à payer le solde final de la table. La gérante a vérifié les notes de réservation et a confirmé que quelqu'un s'identifiant comme l'hôte de l'événement avait modifié le nombre de repas. Je lui ai demandé d'appliquer le dépôt de réservation et les frais de pain de mes enfants sur ma carte, puis de la retirer du reste du compte. Elle a dit que c'était tout à fait raisonnable. Je ne suis pas retourné à la table. Je n'ai pas annoncé ce que j'avais fait. J'ai simplement retiré ma protection financière des personnes qui venaient de me montrer exactement à quel point elles accordaient peu de valeur à mes enfants. J'ai conduit Claire et Jonah dans un restaurant ouvert toute la nuit à quelques rues de là. Ils ont commandé des crêpes, des œufs brouillés et du chocolat chaud. Claire a demandé si elle avait causé la dispute en regardant le gâteau. Je lui ai dit non.
J'ai dit que la faim n'était pas un mauvais comportement et que vouloir être inclus n'était pas de l'avidité. Jonah a demandé si grand-père était en colère contre nous. Je lui ai dit que les adultes étaient responsables de leurs propres choix. Pendant qu'il mangeait, j'ai ouvert le dernier courrier électronique de la société de location d'équipement qui s'occupait de la demande de Gavin. Le message me demandait de télécharger une vérification de revenus et de planifier l'entrevue finale de garantie. Je n'avais jamais accepté ni l'un ni l'autre. J'ai tapé un paragraphe. J'ai déclaré que je me retirais en tant que garant proposé et que je n'autorisais pas l'utilisation de mon nom, de mes revenus, de mon crédit ou de mes informations d'emploi. Je l'ai lu 2 fois et j'ai appuyé sur envoyer. 20 minutes plus tard, Gavin a appelé. J'ai refusé l'appel. Puis papa a appelé. Puis maman, puis Gavin de nouveau. Au moment où j'ai payé les crêpes, la société de location l'avait informé que son dossier ne pouvait pas avancer sans un garant qualifié. Quand nous sommes arrivés à la maison, mon téléphone vibrait si souvent qu'il semblait vivant dans le porte-gobelet. Je l'ai retourné face vers le bas, j'ai porté mon fils endormi à l'intérieur et j'ai fermé la porte derrière nous. À minuit, j'avais 88 appels manqués. 31 venaient de Gavin. 19 venaient de papa. 17 venaient de maman. 9 venaient de Kelsey. Les 12 restants provenaient de parents à qui l'on avait apparemment dit que j'avais détruit l'avenir de mon frère pendant le dîner d'anniversaire de notre père. Il y avait aussi des messages vocaux, des demandes de conversation vidéo de groupe et plus de 60 messages textes. Les premiers messages de Gavin exigeaient une explication. Les suivants semblaient désespérés. Il a dit que le bail devait être approuvé lundi matin. Il a dit que la remorque était déjà en cours de personnalisation. Il a dit qu'il avait promis à 2 clients qu'il organiserait des événements le mois suivant. Il a dit que le dépôt de papa pourrait devenir non remboursable. Puis son ton a changé. Il m'a qualifié de vindicative. Il a dit que j'avais utilisé mes enfants comme excuse pour le punir. Il a dit qu'aucune sœur normale ne détruirait une entreprise pour un morceau de gâteau. Je n'ai pas répondu. J'ai mis le téléphone sur ne pas déranger et je suis allé voir Claire et Jonah. Claire était endormie avec son lapin en peluche pressé sous son menton. Jonah avait repoussé sa couverture. Je l'ai couvert et je suis resté dans le couloir plus longtemps que nécessaire. La maison était silencieuse, mais mon corps avait toujours l'impression d'être assis à cette table. Le lendemain matin, les enfants se sont réveillés tôt. J'ai préparé des gaufres aux fraises et je les ai laissés manger en pyjama. Mon téléphone est resté face vers le bas sur le comptoir. À 9h30, maman a appelé d'un autre numéro. J'ai répondu parce que j'ai pensé qu'il pouvait y avoir une urgence médicale. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a demandé si je comprenais ce que j'avais fait. J'ai dit que je m'étais retiré d'une demande financière que je n'avais jamais approuvée. Elle a dit que Gavin avait déjà pris des engagements. Je lui ai dit que ces engagements lui appartenaient. Elle a baissé la voix et a dit qu'il subissait une pression énorme. J'ai demandé pourquoi sa pression devenait toujours ma responsabilité légale. Maman a dit qu'il avait enfin trouvé une entreprise qui pouvait fonctionner et que je la détruisais parce que mes sentiments avaient été blessés au dîner. J'ai regardé à travers la cuisine Claire diviser sa gaufre pour que Jonah puisse avoir le morceau avec le plus de fraises. J'ai dit à maman qu'il ne s'agissait pas de sentiments blessés. Mon frère avait intentionnellement retiré de la nourriture de la commande de mes enfants, les avait humiliés en public et s'attendait à ce que je le finance par la suite. Maman est revenue à la même défense qu'elle avait utilisée toute ma vie. Il ne le pensait pas de cette façon. J'ai demandé quelle signification possible j'avais manqué quand il a dit que mes enfants ne mangeaient pas. Elle est devenue silencieuse. Puis elle m'a dit que papa attendait des excuses. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas. Elle a dit, la famille est de la famille. J'ai répondu, mes enfants ne sont pas le prix que je paie pour rester utile à cette famille. Elle a commencé à pleurer et m'a accusé de devenir froide. Je lui ai dit que je devenais lucide. Après l'appel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner chaque connexion financière entre mon foyer et le leur. L'adhésion familiale Costco était à mon nom. Gavin et mes parents avaient des cartes supplémentaires. Je les ai retirées. Plusieurs services de diffusion en continu étaient facturés sur mon compte, mais utilisés principalement chez mes parents. J'ai déconnecté chaque appareil et j'ai changé les mots de passe. Une vieille tablette que j'avais donnée à papa contenait encore un portefeuille numérique connecté à l'une de mes cartes de secours. Je l'ai retiré.
Gavin avait autrefois été autorisé à utiliser cette carte pour une urgence commerciale. J'ai annulé l'autorisation. J'ai activé les alertes pour mes rapports de crédit et j'ai verrouillé l'accès aux nouvelles demandes de crédit. J'ai téléchargé chaque courrier électronique lié à la location de l'équipement et j'ai sauvegardé des captures d'écran des messages dans lesquels je disais que je ne faisais qu'examiner les documents. J'ai aussi cherché 4 années de transfert. Le total était pire que dans mes souvenirs. Réparation de voitures, factures de services publics, frais de sport, pénurie de loyer, un ordinateur portable de remplacement et plusieurs dépôts pour des entreprises qui ont disparu en quelques mois. Au total, j'avais donné ou prêté près de 17 000 $. Très peu avaient été remboursés. Je n'ai pas envoyé le total au groupe de discussion de la famille. Je n'avais pas besoin qu'ils admettent ce que les chiffres signifiaient. J'avais besoin de l'admettre à moi-même. Ethan est arrivé juste avant midi pour prendre les enfants pour la deuxième moitié de la fin de semaine. Claire lui a raconté ce qui s'était passé avant que je puisse décider de ce qu'il fallait expliquer. Elle a dit que l'oncle Gavin leur avait crié dessus pour avoir regardé le gâteau et que grand-père avait dit qu'il devait attendre d'être rentré à la maison. L'expression d'Ethan a changé, mais il n'a pas mal parlé de ma famille devant les enfants. Il s'est agenouillé à côté de Claire et lui a dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Puis il a dit à Jonah qu'avoir faim n'était pas une chose dont il fallait avoir honte. Après que les enfants soient allés à la voiture, Ethan s'est tourné vers moi et a demandé si j'allais bien. J'ai dit que je ne savais pas encore. Il a dit que les enfants se sont sentis protégés quand je les ai emmenés. Il m'a rappelé que les enfants se souvenaient de ceux qui les défendaient, surtout quand tout le monde s'attendait à ce qu'ils restent silencieux. Puis il a demandé si j'avais besoin qu'il les garde pour la nuit. J'ai dit oui. Et pour une fois, je n'ai pas ajouté d'excuses pour avoir eu besoin d'aide. Cet après-midi-là, papa a envoyé un message disant qu'il venait chez moi pour que nous puissions régler la situation comme des adultes. J'ai répondu que je n'étais pas disponible et qu'il n'avait pas la permission de venir. Il a écrit qu'une fille ne donnait pas de permission à son père. J'ai lu la phrase 2 fois. Puis un autre message est apparu. Il a dit que Gavin pourrait tout perdre à cause de moi. J'ai finalement répondu. Gavin pourrait tout perdre parce qu'il a promis de l'argent et des signatures qu'il n'avait pas. Papa a immédiatement commencé à appeler de nouveau. J'ai désactivé le son. À 7 heures ce soir-là, la caméra de ma sonnette a envoyé une alerte. Papa se tenait sur mon porche. Papa a sonné à la porte 3 fois, puis a frappé assez fort pour secouer le cadre. J'ai parlé à travers la caméra et je lui ai demandé de partir. Il a regardé directement dans l'objectif et m'a dit d'ouvrir ma propre porte. Je lui ai rappelé que j'avais déjà dit que j'étais indisponible. Il a dit qu'il avait traversé la ville en voiture et qu'il ne discuterait pas d'affaires familiales privées avec une machine. J'ai dit qu'il n'y avait rien de privé dans une demande financière qui utilisait mes informations sans permission. Son visage s'est tendu. Il m'a dit que Gavin n'avait rien falsifié. J'ai convenu qu'aucune signature n'avait été finalisée, ce qui était exactement la raison pour laquelle j'avais pu me retirer. Papa a dit que je me cachais derrière des détails techniques. Je lui ai dit que le consentement n'était pas un détail technique. Il a changé de tactique et a dit que les 12 000 $ qu'il avait retirés pour le dépôt pourraient être perdus. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'il ait été induit en erreur, mais j'avais averti Gavin de corriger le malentendu des semaines plus tôt. Papa a fixé la caméra pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas faire confiance à mon frère pour une conversation importante. Cette phrase a révélé toute la structure de notre famille. Gavin pouvait mentir parce que j'aurais dû le prévoir. Gavin pouvait prendre des engagements imprudents parce que j'aurais dû les empêcher. Gavin pouvait insulter mes enfants parce que j'aurais dû les nourrir à l'avance. J'ai dit à papa que je n'accepterais pas la responsabilité de la malhonnêteté d'un autre adulte. Il a dit que je choisissais l'argent au lieu de la famille. J'ai répondu que c'était Gavin qui exigeait mon crédit en échange du respect de base. Papa m'a traité de dramatique et a dit que je regretterais d'être seul. Puis il est retourné à sa voiture. Le lendemain matin, Gavin a commencé à publier en ligne. Il n'a jamais mentionné le restaurant. Il a écrit sur la trahison, les parents jaloux et les personnes qui faisaient semblant de soutenir les petites entreprises jusqu'à ce que le succès devienne réel. Des amis ont commenté qu'il devait rester fort. Kelsey a partagé la publication et a ajouté que l'avenir de leurs enfants était attaqué par quelqu'un qui prétendait les aimer. Je n'ai pas répondu publiquement. Dans l'après-midi,
Kelsey m'a envoyé des photos de Mason et Carter dans leurs uniformes de baseball. Elle a écrit qu'ils pourraient devoir quitter leurs équipes parce que la famille avait perdu tellement d'argent. J'ai répondu que les décisions financières des adultes ne devraient pas peser sur les enfants. 2 jours plus tard, un lien de collecte de fonds pour l'école de Mason est apparu dans ma boîte de réception. Au lieu d'envoyer de l'argent par l'intermédiaire de Gavin, j'ai contacté l'école et fait un modeste don directement à la classe. J'aimais mes neveux. Refusant tout fun terre à terre dit notre kirme tout punish dem. J'aimais mes neveux. Refuser de financer leur père ne m'obligeait pas à les punir. Le mercredi, ma grand-mère, Ruth Bennett, a appelé. Elle avait 82 ans et avait passé des décennies à regarder notre famille transformer l'évitement en tradition. Elle a demandé si je m'étais vraiment retiré du bail. J'ai dit oui. Elle a dit bien. Puis elle m'a dit que Gavin avait dit à la famille que j'étais une partenaire financière dans Altitude Swing Events. Il m'avait décrite comme la personne gérant les contrats et les risques. Papa n'avait pas simplement supposé que j'approuvais l'entreprise. Gavin avait utilisé ma profession comme preuve que le plan était sûr. Grand-mère Ruth a dit que papa avait investi parce qu'il croyait que j'avais tout examiné et que je ne permettrais jamais à la famille de perdre de l'argent. Je me suis senti coupable pendant environ 3 secondes. Puis je me suis souvenu que personne ne m'avait demandé si l'histoire de Gavin était vraie. Ils avaient cru la version qui leur donnait accès à ma compétence sans exiger mon consentement. Grand-mère Ruth m'a parlé d'un frère à qui elle avait cessé de prêter de l'argent de nombreuses années auparavant. Il l'avait traité d'égoïste jusqu'au jour où il a découvert qu'il pouvait survivre sans son portefeuille. Elle a dit, tu ne prends rien à Gavin. Tu l'obliges à se tenir debout sur le sol au lieu de se tenir sur ton dos. Ce soir-là, j'ai envoyé un message au groupe familial. J'ai accepté un appel vidéo de 20 minutes le vendredi. J'ai déclaré qu'il n'y aurait pas de cris, pas d'enfants et pas de discussion sur la signature du bail. Le but était de rétablir les faits. Si quelqu'un devenait insultant, je mettrais fin à l'appel. Papa a répondu avec un pouce levé. Gavin a écrit que mes règles étaient ridicules. Je n'ai pas répondu. Le vendredi, papa, maman, Gavin et Kelsey sont apparus sur l'écran. Gavin a commencé par dire que le prêteur avait gelé la demande et que la société de remorque menaçait de conserver le dépôt. Je lui ai dit que je comprenais. Puis j'ai partagé 3 documents. Le premier était le courrier électronique dans lequel je disais que j'examinerais le bail mais que je n'avais pas accepté de le garantir. Le deuxième était le message de Gavin me disant « Je dirai à papa que tu es pratiquement de la partie parce qu'il a besoin de confiance ». Le troisième était les prévisions financières que Gavin avait soumises à la société de location. Il me décrivait comme conseillère en contrat et en risque pour l'entreprise même si je n'avais jamais accepté ce rôle. Papa s'est penché vers son écran. Il a demandé à Gavin pourquoi mon nom figurait dans le plan d'affaires. Gavin a dit que c'était seulement une description de la façon dont je pourrais aider plus tard. J'ai demandé pourquoi le plan énumérait mon salaire et mes antécédents professionnels. Kelsey s'est tourné vers lui si rapidement que sa chaise a bougé. Maman a demandé s'il avait la permission d'inclure ces détails. Gavin a dit que tout le monde se concentrait sur la formulation au lieu de l'opportunité. Papa a demandé si le prêteur savait que je n'avais pas accepté. Gavin a élevé la voix et a dit que j'étais censé accepter. Il a dit que j'avais toujours aidé auparavant. Alors il avait construit le plan autour de ce que toute sœur loyale finirait par faire. C'était là. Pas un malentendu, pas une mauvaise communication. Il avait traité mon consentement futur comme un actif qu'il possédait déjà. Papa avait l'air stupéfait, mais maman essayait encore d'adoucir les choses. Elle a dit que Gavin était devenu surexcité et avait fait des suppositions. J'ai dit qu'une garantie personnelle de 68 000 $ n'était pas une supposition. C'était une obligation légale qui pouvait me suivre pendant des années. Gavin m'a accusé d'apprécier sa panique. Je lui ai dit que je n'appréciais rien de tout cela. Je refusais simplement de le sauver d'un problème qu'il avait créé tout en humiliant mes enfants. Il a levé les yeux au ciel et a dit que le dîner n'avait aucun lien. J'ai demandé comment cela pouvait ne pas avoir de lien alors qu'il attendait mon crédit moins d'1 heure après avoir dit à mes enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus pour manger. Kelsey a commencé à pleurer. Papa m'a dit que j'avais fait passer mon message et a demandé ce qu'il faudrait pour que je signe. J'ai dit que rien ne me ferait signer. Le silence a duré plusieurs secondes. Puis Gavin a dit que je n'aurais plus de famille après cela.
Je lui ai dit qu'il confondait famille avec un accès illimité à mon argent, à mon travail et à mon pardon. J'ai également posé une limite finale. Personne n'était autorisé à contacter Claire ou Jonah pour m'influencer. Toute tentative d'utiliser les enfants mettrait complètement fin à la communication. Gavin a commencé à crier que je le menaçais. J'ai mis fin à l'appel. Le lundi suivant, la société d'équipement a annulé le calendrier de livraison. La demande de location a été clôturée sans approbation. 2 clients qui avaient versé des dépôts ont demandé des remboursements à Gavin. L'un d'eux avait réservé un événement de lancement d'entreprise et menacé de poursuites judiciaires lorsqu'il n'a pas pu restituer le montant total. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Gavin traversait une crise qui ne devenait pas automatiquement la mienne. La première semaine de silence a semblé anormale. Je m'attendais toujours à des messages urgents sur les voitures, les paiements, les mots de passe et les urgences. Papa a cessé d'appeler après que j'ai refusé plusieurs fois. Maman a envoyé de courts messages disant qu'elle espérait que j'étais heureuse. Gavin m'a bloqué, m'a débloqué pour envoyer des paragraphes de colère, puis m'a bloqué de nouveau. Je ne l'ai pas poursuivi. Sans leur crise remplissant chaque espace libre, j'ai réalisé à quel point j'avais été épuisé. Claire a demandé pourquoi nous ne rendions pas visite à grand-mère et grand-père. J'ai expliqué que nous prenions nos distances parce que les adultes ne s'étaient pas traités avec respect. Elle a demandé si grand-père était en colère parce qu'elle voulait du gâteau. Je lui ai dit que les enfants n'étaient jamais responsables de la colère des adultes. Jonah a demandé si Gavin nous détestait. J'ai dit que les gens devenaient parfois en colère lorsqu'une limite les empêchait d'obtenir ce qu'ils attendaient. La colère ne signifiait pas que la limite était mauvaise. Je voulais qu'ils comprennent que l'amour ne nécessitait pas de faire semblant que le mal n'avait jamais existé. Nos routines ont changé. Claire a rejoint un club de lecture après l'école. Jonah a commencé l'entraînement de football. Nous nous sommes promenés autour du lac de Sloan et avons planifié des repas simples ensemble. Je leur ai montré comment l'argent pouvait être réparti entre les besoins, les économies et les loisirs. Je voulais qu'ils voient l'argent comme un outil, pas comme une preuve d'amour ou une arme pour exiger l'obéissance. Ethan et moi avons aussi mieux communiqué. Il a admis que pendant notre mariage, il en voulait à la rapidité avec laquelle j'abandonnais nos plans chaque fois que ma famille appelait. J'ai compris. Il a dit que ma vie m'appartenait. Maintenant, au travail, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. Lors d'un examen des fournisseurs, j'ai découvert une clause de renouvellement qui aurait enfermé l'hôpital dans des années d'augmentation de prix. J'ai aidé à négocier un meilleur accord et j'ai été choisi pour diriger une nouvelle équipe d'examen des contrats. Ce n'était pas une récompense magique pour avoir fixé des limites. C'était la preuve que mon énergie pouvait enfin soutenir mon propre avenir. Les nouvelles concernant Gavin sont venues par d'autres personnes. La société de remorque a conservé une partie du dépôt. Papa a utilisé plus d'argent de la retraite pour rembourser un client. Un autre a déposé une plainte. Gavin a essayé de remplacer le plan de la remorque par un service intérieur moins cher, mais il n'avait ni équipement, ni assurance, ni capital. Kelsey a emmené Mason et Carter vivre chez sa sœur après avoir découvert des dettes cachées sur les cartes de crédit. Maman a appelé et a dit que le stress détruisait leur mariage. Je lui ai rappelé que je n'étais ni leur conseillère ni leur garant. Elle m'a demandé d'examiner un accord de remboursement. J'ai dit non et j'ai suggéré qu'ils embauchent un professionnel. 2 semaines plus tard, papa a envoyé un courrier électronique. Il a admis que Gavin avait menti sur mon implication, mais a dit que tout le monde faisait des erreurs. Il m'a invité à un dîner de famille pour que nous puissions tout laisser derrière nous. J'ai demandé si Gavin prévoyait de s'excuser auprès de Claire et Jonah. Papa a dit qu'impliquer les enfants créerait plus de drames. J'ai répondu que les enfants étaient devenus impliqués quand on leur a refusé de la nourriture et qu'on les a humiliés publiquement. Il n'y aurait pas de dîner sans responsabilité. Bientôt, les messages sont passés des exigences à la négociation. Maman a proposé de se rencontrer sans Gavin. Papa a proposé de payer le dîner. Gavin a envoyé un message demandant si j'étais heureuse maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas heureuse qu'il ait échoué. J'étais soulagée que son échec ne contrôle plus ma maison. La vengeance ne consistait pas à détruire sa vie. C'était refuser de continuer à la reconstruire. Un vendredi, maman a envoyé un message texte disant que Gavin ne pouvait plus se permettre son appartement et pourrait déménager dans leur sous-sol. Des mois plus tôt,
j'aurais fait des recherches sur le logement, transféré de l'argent et créé un plan. Cette fois, j'ai compris que c'était une information, pas une mission. 3 mois après le dîner d'anniversaire de papa, Altitude Swing Events a officiellement fermé sans avoir réalisé un seul événement payé. Gavin a vendu son camion pour couvrir une partie de la dette. La page de l'entreprise sur les réseaux sociaux a disparu après qu'un ancien client a commenté qu'elle acceptait des dépôts sans posséder l'équipement nécessaire. Gavin a emménagé dans le sous-sol de nos parents. Kelsey est restée avec sa sœur tout en décidant si le mariage pouvait être réparé. Elle a permis à Gavin de voir Mason et Carter la fin de semaine, mais a cessé de le laisser les utiliser dans des publications de collecte de fonds et des disputes financières. Papa et maman ont finalement été forcés de faire l'expérience de la version de Gavin qu'ils avaient protégée des conséquences. Ils laissaient la vaisselle à l'étage, empruntaient la voiture de papa sans remplacer l'essence et se mettaient en colère chaque fois qu'il mentionnait l'emploi. Il insistait sur le fait qu'un emploi normal le distrairait de sa prochaine entreprise. Papa lui a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle entreprise tant qu'il n'aurait pas remboursé une partie de ce qu'il devait. Leurs disputes sont devenues si fréquentes que maman a commencé à passer ses après-midi avec grand-mère Ruth. Je n'ai rien célébré de tout cela. La satisfaction venait de savoir que je n'avais pas à me mettre au milieu. Papa a appelé un soir et a admis qu'il avait cru Gavin parce qu'il voulait que son fils réussisse. Il croyait aussi que je protégerais l'investissement parce que j'avais toujours protégé la famille. Je lui ai dit que c'était le problème. Il confondait ma fiabilité avec une obligation d'absorber chaque conséquence. Papa a dit qu'il était désolé que les choses soient allées trop loin. J'ai demandé s'il était désolé d'avoir dit à mes enfants affamés d'attendre pendant que les autres petits-enfants ouvraient le gâteau. Il a fait une pause et a dit qu'il n'aurait pas dû faire cette plaisanterie. Je lui ai dit que cela n'avait jamais ressemblé à une plaisanterie pour Claire ou Jonah. Puis j'ai expliqué les conditions de toute relation future. Lui et maman devaient s'excuser directement auprès de mes enfants, sans excuse. Personne ne me demanderait de garantir des prêts, de payer des factures ou de réparer les choix de Gavin. Toute visite future prendrait fin immédiatement si mes enfants ou moi-même étions insultés. Papa a dit que cela ressemblait à des règles pour des étrangers. Je lui ai dit que les familles saines avaient encore plus besoin de limites que les étrangers. Puis il m'a demandé de l'aider à construire un plan de remboursement pour Gavin. J'ai refusé. Il a dit que j'avais l'habitude de réparer les choses. J'ai répondu que le fait qu'on attende de moi que je répare tout était ce qui avait brisé notre relation. Maman a plus tard envoyé à Claire et Jonah des excuses écrites à la main. Elle a admis que rester silencieuse au restaurant avait été une erreur. La première carte de papa qualifiait l'incident de malentendu, alors je ne l'ai pas donnée aux enfants. Je lui ai dit qu'une excuse qui minimisait le mal n'était pas prête. 2 semaines plus tard, il en a écrit une autre. Cette fois, il a admis qu'il les avait traités injustement, avait ri quand ils étaient embarrassés et avait échoué en tant que grand-père. Claire a placé la carte dans son bureau. Jonah a demandé si une excuse signifiait que nous devions leur rendre visite. Je lui ai dit qu'une excuse ouvrait une porte, mais qu'elle ne nous obligeait pas à la franchir immédiatement. Gavin ne s'est jamais excusé. Son dernier message m'accusait de monter tout le monde contre lui. J'ai répondu que ses choix créaient ses conséquences et que j'espérais qu'il finirait par en tirer des leçons. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Un dimanche soir, grand-mère Ruth est venue pour le dîner. Ethan est passé avec le sac de football de Jonah et est resté après que Claire l'ait invité à manger. Ma cousine et sa fille se sont jointes à nous. Nous avons préparé du poulet, de la purée de pommes de terre, des haricots verts et un gâteau au chocolat de l'épicerie. Personne n'a photographié le repas ou compté quel enfant méritait quelle portion. Claire a coupé le gâteau en parts égales et en a gardé une pour la fille de ma cousine, qui s'était éloignée de la table. Ce moment ordinaire m'a appris plus sur la famille que des années de discours sur la loyauté. Les enfants apprennent les limites en observant les adultes. Ils apprennent si le manque de respect doit être toléré, si l'amour doit être acheté et si dire non rend quelqu'un cruel. Quitter le restaurant n'a pas appris à mes enfants à abandonner la famille pour de la nourriture. Cela leur a appris que l'humiliation ne devrait jamais être déguisée en humour et que la générosité sans limite devient une permission pour l'exploitation. Aider un adulte peut être gentil, mais protéger quelqu'un de chaque conséquence empêche la croissance. Un soutien sain exige de l'honnêteté, du consentement et du respect. Personne ne devrait signer une obligation financière parce que des parents utilisent la culpabilité, la peur ou la tradition pour faire pression sur eux. Gavin a perdu son entreprise parce qu'il l'avait construite sur de l'argent,
des approbations et des signatures qu'ils ne possédaient pas. Mes parents ont perdu leur réparatrice fiable parce qu'ils ont traité ma fiabilité comme une ressource familiale au lieu d'un choix. J'ai gagné quelque chose de plus précieux que la vengeance. J'ai regagné le droit de décider à qui appartenait mon attention, mon temps et ma sécurité financière. Après le dîner, Jonah a remarqué qu'il restait une part de gâteau et a demandé pour qui elle était. Claire a pointé du doigt la chaise vide et a dit qu'elle appartenait à la personne qui n'était pas encore revenue à la table. J'ai souri et je leur ai dit, la vraie famille est la table où aucun enfant n'a besoin de mériter une assiette. Parfois, non n'est pas un rejet. Parfois, c'est la leçon la plus claire de dignité, de responsabilité et de respect de soi qu'un parent puisse donner. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et d'éducation.